Merci beaucoup, merci de cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous, puis de le faire après ce petit robot tout à fait exceptionnel, hein. En effet, alors pourquoi il est exceptionnel? Ben, voyez d'abord, c'est un robot qu'on appelle humanoïde, hein, c'est-à-dire il a une apparence humaine mais très grossière, un tronc, deux bras, une apparence de visage, mais il ne cherche pas à ressembler à un humain. D'ailleurs, par sa taille, il est très éloigné d'un humain. C'est une machine qui parle, mais vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun effort pour lui donner une intonation humaine, hein. Ça n'a rien à voir avec la voix de Scarlett Johansson dans le film Her de Spike Jonze, hein. C'est une machine qui parle comme on s'attend à ce qu'une machine parle. Et puis, c'est aussi une machine qui est très exceptionnelle parce que vous avez vu que ce que l'animateur tape sur son clavier, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais en tout cas, ce que l'animateur tape sur son clavier peut être dit par le robot, ce qui permet que des usagers puissent également s'amuser à faire dire au robot des choses qu'ils ont envie de lui faire dire. Et si c'est peu utilisé avec les personnes âgées, on l'utilise beaucoup avec les enfants autistes, notamment dans des hôpitaux de jour. Alors, à partir de cette petite machine, je vais essayer de vous montrer que le progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle nous oblige à repenser l'éthique, bon ça c'est assez évident, mais aussi à repenser la psychologie. Alors, ces machines qui sont en train de se développer sont radicalement différentes de toutes celles qui ont été connues par l'humanité avant. Pendant très longtemps, l'être humain a fabriqué des outils et puis il leur a imposé son rythme, hein. Depuis l'invention des premiers silex jusqu'à la charrue poussée par un humain, ben, c'était l'humain qui décidait du rythme de la machine. La période industrielle avec le formidable Les temps modernes de Charlie Chaplin où l'homme est littéralement transformé en pièce de la machine. Et puis aujourd'hui, une nouvelle période dans laquelle, comme on l'a vu avec le petit Nao, ce qui est attendu de la machine, c'est finalement des comportements humains. Ce qui nous amuse, bon, bien sûr, c'est que Nao n'a pas des comportements humains aussi fluides, des attitudes aussi fluides, aussi fines que nous, mais à terme, on s'attendrait finalement assez normalement que la machine ait des comportements humains. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle risque bientôt de nous être vendue, hein, une machine qui est capable de simuler l'humain. Alors on va voir que tout ça oblige à repenser l'éthique, hein, partenaire affectif, pas seulement juridique. On parle beaucoup des machines, des robots comme des partenaires juridiques. Je laisse le problème de côté, mais il faut comprendre que ça va être surtout des partenaires affectifs. Et puis une nouvelle psychologie, parce que s'il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui à transformer la technologie, à la faire évoluer, et puis nous-mêmes, hein, chacun, quand on a un outil, en général, on le bricole, hein, on l'adapte à nos besoins, donc on transforme tous les technologies qu'on achète, heureusement, ça s'appelle même une forme de réappropriation, mais il ne faut pas oublier que ces machines que nous transformons sont des machines également qui nous transforment, et ça va être le grand challenge de la psychologie. Donc j'ai évoqué un petit peu ces généralités, et pour commencer, quels problèmes posent ces machines? Alors il y en a quatre, hein, pour aller vite. D'abord, risque sur la vie privée et les libertés. Alors vous savez que ce ne sont pas des problèmes particuliers aux robots, hein, mais ce sont des problèmes particuliers à tous les objets numériques, et bon, peut-être il y en a parmi vous qui ont acheté un Google Home ou un Alexa, voilà, ou sinon vous utilisez Siri, voilà, vous utilisez Cortana. Alors, les données personnelles des usagers sont transmises à des serveurs centraux, comme vous savez, elles sont largement utilisées, exploitées par les fournisseurs d'accès. Et puis, bon, le problème largement commenté aujourd'hui, hein, notamment avec la mise en place du Règlement général de protection des données, le fameux RGPD européen. Mais il y a un autre aspect des choses, hein, qui devrait nous interroger beaucoup plus, c'est la manière dont ces machines risquent de nous fabriquer des œillères. Ça, c'est vrai pour l'intelligence artificielle. Déjà, Amazon qui nous invite toujours à rester dans nos sillons en achetant des œuvres proches de celles que nous avons achetées jusque-là. C'est une attitude générale des serveurs d'accès à Internet. Et puis, pourquoi pas, des robots qui pourraient aussi être programmés pour être agréables aux gens auxquels ils ont affaire en leur resservant ce que ces gens aiment bien. Voilà, en leur proposant les spectacles qu'ils aiment, les morceaux de musique qu'ils aiment, les danses qu'ils aiment, sans peut-être avoir à l'esprit que l'être humain, pour évoluer, a aussi besoin d'être confronté à l'imprévisible et à tout âge, pas seulement quand il est jeune, mais à tout âge aussi quand il est âgé. Risque sur les emplois, hein, évidemment. Aujourd'hui, vous savez qu'un grand nombre de tâches répétitives, dangereuses, sales sont déjà substituées par les robots. Gros challenge de formation professionnelle continue, hein, évidemment. Et puis, vous en avez entendu parler lors des dernières élections, revenu minimum universel peut-être. Une autre idée qui fait son chemin, c'est celle d'un statut généralisé des intermittents, tout le monde ayant des périodes de travail, des périodes de chômage, des périodes de reconversion professionnelle. Donc on verra tout à l'heure, hein, des principes éthiques qui doivent accompagner cette évolution. Le troisième risque, on en échangeait quelques minutes avec mon collègue avant la rencontre d'aujourd'hui, la
la question de la singularité, dont vous avez dû entendre parler, le transhumanisme, et le risque d'un fossé terrible, un fossé terriblement accru, encore plus qu'aujourd'hui, entre les gens bénéficiant de ces technologies et les gens qui n'en bénéficient pas. Et puis, quatrième problème, dont on va voir les conséquences sur la psychologie et l'éthique, un risque celui-là propre aux robots, parce qu'après tout, les risques sur les métiers, les risques sur la vie privée, le risque que les technologies ne profitent pas à tout le monde, ce n'est pas des problèmes spécifiques à l'IA et la robotique. En revanche, il y a un problème complètement spécifique à l'IA et la robotique, c'est le fait de nous abandonner à l'illusion animiste. C'est-à-dire l'être humain est constamment tendance à projeter ses pensées, ses émotions, ses sentiments sur l'environnement. Le risque, c'est de croire qu'une machine, parce qu'elle est capable de simuler l'humain, aurait réellement la capacité que nous avons tendance à lui prêter. Et c'est d'autant plus tentant que le vocabulaire est là pour nous tromper. On parle d'intelligence artificielle. Les machines n'ont aucune forme d'intelligence qui ressemble à celle de l'humain, rien de commun. On parle d'empathie artificielle, alors c'est un oxymore, l'empathie des machines n'a rien à voir avec celle de l'humain. On parle d'autonomie, mais aucune machine ne sera jamais autonome. Aucun informaticien n'est assez fou pour donner l'autonomie aux machines. C'est une fausse autonomie. Votre véhicule qui va d'un point à un autre, il n'est pas autonome. Il est super programmé par un serveur central et il est programmé pour prendre le chemin dans lequel il y aura le moins d'automobiles qui pourront créer des embouteillages. Donc le chemin peut varier d'une fois à l'autre. Ce n'est pas une question d'autonomie. C'est tout simplement les ordres du serveur central qui gère l'ensemble du réseau. Donc on est confronté constamment à des mots qui nous trompent, qui font illusion. Et vous voyez, il va falloir mettre en route notre cerveau frontal, notre sens critique, pour ne pas s'abandonner à l'idée que ces machines pourraient avoir réellement les capacités qu'on est tenté de leur prêter. D'autant plus que ces machines ne vont pas seulement répondre aux propositions que nous leur faisons, elles vont être capables de nous interpeller, de nous parler, et évidemment, ça va complètement changer la relation qu'on a avec elles. Alors, un petit rappel historique, dans les années 1960, un chercheur, Weizenbaum, avait fabriqué une machine qui était censée fonctionner comme un thérapeute rogérien. Un thérapeute rogérien, c'est quelqu'un qui reformule ce que dit une personne. Par exemple, une personne vient voir un thérapeute rogérien, le thérapeute lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» La personne peut dire, par exemple, « Écoutez, je dors pas ou je suis triste. » Et le thérapeute rogérien reformule sous la forme d'une question « Ah bon, vous êtes triste ? Ah, vous ne dormez pas, mais est-ce que vous savez pourquoi ?» Voilà. Et donc, la machine avait été programmée par Weizenbaum de cette manière-là. Et astuce suprême, quand la machine n'arrivait pas à reformuler les choses, plutôt que de rester silencieuse, elle disait « Je vous ai compris ». C'est intéressant, d'ailleurs, lors des machines, quand elle ne comprenait rien, elle disait « Je vous ai compris ». Et alors, oui, l'intérêt de cette histoire, c'est que Weizenbaum s'est rendu compte que parmi les étudiants qui l'avaient aidé à programmer cette fameuse machine, s'appelait Elisa, vous trouverez l'histoire sur Internet, il s'est aperçu, Weizenbaum, que parmi les étudiants qui l'avaient aidé à programmer la machine, il y en a qui passaient beaucoup de temps avec elle. Alors il leur a dit, mais pourquoi? Vous savez bien comment elle est programmée, elle ne vous apprendra rien sur vous, vous avez bien compris, des programmes qui tournent en boucle, elle reformule, c'est tout. Et il a eu la surprise, Weizenbaum, que des étudiants ou même des chercheurs lui disent « Ben oui, on sait bien comment on l'a programmée, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que quand c'est à nous qu'elle a affaire, quand c'est à moi qu'elle a affaire, quand même, elle manifeste plus d'intelligence que celle qu'on a l'impression d'y avoir mise. » Alors là, ça l'a beaucoup interrogé et c'est devenu depuis quelque chose qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire on a beau savoir, on se laisse porter par le désir de croire que la machine nous comprenne. Alors un certain nombre de risques évidents, le risque d'oublier que le robot est connecté, parce que c'est ça le grand problème, c'est que si on pense que la machine est autonome, on oublie qu'elle est connectée. Là, le petit Nao, c'était bien, parce que vous aviez l'animateur derrière avec son clavier, ça c'est formidable. Quand on fait ça avec les enfants autistes, avec les personnes âgées, c'est une vraie leçon sur l'absence d'autonomie des machines. Mais imaginez que la personne qui est à l'ordinateur se mette derrière un paravent ou dans la pièce à côté, on est dans l'illusion la plus complète. Et beaucoup de gens peuvent être tentés de penser que la machine aurait une intelligence intégrée beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est. Ce qui posait un gros problème sur l'information des patients pour lesquels on utilise des robots téléopérés, c'est-à-dire manipulés à distance. C'est pas toujours, les contraintes éthiques ne sont pas toujours respectées, loin de là. Alors deuxième problème, le risque de croire que les robots pourraient avoir des émotions, souffrir pour de vrai. Alors je les ai mis un petit robot démineur. Pourquoi? Pas parce que les personnes âgées en utilisent, parce que des soldats américains ont cédé à une étude de l'armée américaine a montré qu'un certain nombre de soldats utilisant des robots démineurs, pas tous, c'est ça qui est intéressant, mais un certain nombre d'entre eux présentent des signes de dépression quand leur robot est endommagé, tiennent à rendre les honneurs de la guerre à leur robot quand il est détruit,
traitent leurs robots comme un compagnon de combat. Donc il y a une étude qui a été faite qui montre que plus les usagers d'une machine ont tendance à la customiser, à lui donner un surnom plutôt que l'appeler par son matricule, lui coller des post-it, voilà, lui mettre un petit bout d'étoffe autour d'une des parties de la machine, voilà, et bien plus ils ont tendance ensuite à se déprimer quand la machine est endommagée, ce qui pose des problèmes intéressants pour les utilisateurs de ces machines, dans le milieu civil comme dans le milieu militaire. Jusqu'où est-ce qu'il faut permettre que les gens customisent leur machine? S'ils la customisent, ils sont plus familiers de la machine, ils l'utilisent avec plus de facilité. Mais s'ils la customisent, ils peuvent aller mal si la machine bug, est endommagée, ou ils peuvent même refuser que leur machine soit changée parce que, pour une meilleure, de plus grande qualité, parce qu'ils pensent qu'ils ont un lien privilégié avec celle-là et c'est celle-là qu'ils veulent garder. Comme quelqu'un qui refuserait d'avoir une voiture neuve, même si on la lui donne, parce qu'il serait attaché à sa vieille guimbarde. Ce qui n'est pas trop gênant dans la vie privée, mais ce qui peut l'être beaucoup plus dans la vie professionnelle. Puis troisième problème, elle risque de préférer des robots à des humains, des robots toujours gentils, affables, etc. Et le problème est tellement important que l'armée américaine a même imaginé que les robots qui assistent, je ne sais pas où ils en sont, mais il y a quelques années, ils avaient imaginé que les robots qui assistent les soldats aient plutôt une allure insectoïde que humanoïde, parce que les insectes sont un peu répulsifs, et donc du coup les soldats seraient toujours renvoyés par cette allure insectoïde de leurs compagnons de combat robotisés au fait que ces machines, il ne faut pas s'y attacher trop. Voilà. Donc je ne sais pas où ils en sont maintenant, parce qu'ils ont beaucoup évolué de ce point de vue-là, mais il y a quelques années, vous voyez, l'idée était envisagée. Et en tout cas, déjà, des roboticiens parlent de risque de robodépendance. Évidemment, ce n'est pas une fatalité, c'est évidemment aussi lié à la manière dont les robots sont présentés. Donc une nouvelle éthique, à mon avis, deux principes absolus qu'il faudra absolument mettre partout, voilà, que les robots ne remplacent pas les humains pour des tâches dans lesquelles il y a des relations. Alors c'est évidemment quelque chose qu'on répète sans arrêt, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on le répète en tant que thérapeute, en tant que soignant, que c'est forcément quelque chose qui sera toujours entendu par les administrations, par les financiers. Donc c'est pour ça qu'on a beau en être convaincu, on ne perd pas son temps à le répéter. Et puis le deuxième point, toujours savoir qu'on a affaire à une machine. Quand on a affaire à une machine, ce n'est pas si évident que ça. Vous avez peut-être vu une vidéo qui s'appelle Google Duplex sur Internet, où une machine se fait passer pour un humain pour prendre rendez-vous avec un coiffeur, en disant par exemple, est-ce qu'il y a un rendez-vous mercredi? Le vrai coiffeur répond non, il n'y en a pas, mais j'en ai un vendredi, et l'intelligence artificielle dit attendez, je regarde mon agenda. Voilà. Ça, c'est une machine programmée pour se faire passer pour un humain. C'est pas trop compliqué, mais ça risque de devenir vite problématique si on accepte ce principe, parce qu'au Japon, l'idée est que des mannequins, des robots androïdes, ayant une apparence strictement humaine, puissent remplacer des humains comme hôtesse d'accueil, par exemple, de telle façon que les usagers ne puissent pas savoir s'il s'agit d'un humain ou d'un robot. Vous voyez que ça pose beaucoup de problèmes en termes de gestion de la politesse, gestion de la relation. L'être humain, à mon avis, devrait toujours savoir quand il a affaire à un robot ou à un humain. Lors des mesures législatives, je ne vais pas les détailler, les emplois, la protection de la vie privée, l'économie, le libre choix, interdire les publicités mensongères du genre des robots qui ont des émotions, des mesures technologiques, alors imaginez des robots qui favorisent les liens, évidemment, plutôt que des robots qui gratifient les usagers en risquant de les enfermer dans une relation à deux, ce que j'appelle les robots Nutella, les robots qui flattent l'ego des usagers autant que le Nutella nous flatte le palais. Ce n'est pas une illusion, il y a déjà un robot qui s'appelle Alicia, je crois, et Alice aux Pays-Bas. Quand elle est introduite chez les personnes âgées, elle ne tarit pas d'éloges. « Oh, comme c'est beau chez vous, et comme vous êtes bien habillé, et puis vous êtes bien coiffé. Oh, c'est beau, et vous avez du goût, c'est formidable. » Les robots qui sont programmés pour être tellement gentils qu'on finit par se demander pourquoi les humains ne sont pas autant. Voilà. Et puis, des mesures éducatives, évidemment, dès le plus jeune âge. Construction d'une cyberpsychologie, c'est là que je vais terminer. Pourquoi cyberpsychologie? En hommage à Norbert Wiener, qui a inventé le mot de cybernétique. On travaille là-dessus à l'Institut des relations hommes-robots. D'ailleurs, on a fait notre premier colloque en 2017 sur le thème robotique et santé mentale, et en consacrant la plupart des interventions, bien sûr, aux problème de l'utilisation des robots auprès des enfants autistes en hôpital de jour, auprès des personnes âgées en établissement spécialisé. Donc une cyberpsychologie qui aurait trois buts. Le premier, étudier les diverses façons dont les machines transforment l'homme, puisque ces machines vont complètement transformer nos interfaces communicationnelles. Voilà, on va
plus investir notre motricité de la même manière si on parle à une machine, si on la regarde dans les yeux, plutôt que d'aller vers elle, la tripoter, toucher des boutons, etc. Et je voyais, il y a 10 domaines dans mon bouquin, j'explore au moins 10 domaines dans lesquels tout est transformé, tout va se transformer encore plus, ça va de la mémoire à la honte, en passant par la culpabilité, la sexualité, le temps, le deuil, etc. Alors, étudier aussi les diverses formes d'animisme, évidemment, deuxième objectif qu'on se fixe, parce que c'est inévitable. Hein. L'IA, c'est l'intelligence artificielle, ça pourrait bientôt devenir l'illusion animiste. Et même, on voit déjà des gens qui ont des robots aspirateurs. Vous savez, quand le robot aspirateur s'arrête dans leur salon, au milieu de leur salon, il y a des gens qui se demandent à quoi il réfléchit. Donc, ah non, mais c'est vrai. Et alors, oui, ça vous paraît bête, mais on ne peut pas s'en empêcher. Si vous n'avez pas de robot aspirateur, allez chez un ami voir fonctionner un robot aspirateur, vous verrez que spontanément, on ne peut pas s'empêcher de lui prêter des intentions. Quand il va à droite, décris-moi ce qu'il fait, ben vous ne direz pas il va à droite. Vous direz il semble avoir trouvé quelque chose et il se dirige vers là où il semble avoir vu de la poussière. On ne peut pas s'en empêcher. Donc l'être humain est ainsi fait depuis les débuts de son organisation mentale qu'il ne peut pas s'en empêcher. Donc il faut faire un effort réflexif pour s'en empêcher. Donc il faut l'encourager. Risque de dissonance cognitive. Puis étudier les nouvelles formes de contrôle exercées sur les citoyens. Là encore, scandale Cambridge Analytica. Je pense qu'en psychologie, il y a beaucoup à faire parce qu'il y a des psychologues qui travaillent à nous manipuler. Donc il faut qu'il y ait des psychologues qui travaillent à démonter les manipulations. Voilà. En conclusion, voir à chaque fois au service de quelle valeur est mise la technologie, soit nous permettre de devenir toujours plus puissants, plus compétitifs, plus conquérants. Ça a quand même été le modèle de l'automobile. L'automobile, quand elle a lancé, tout était possible. Vous savez dans quel sens elle s'est dirigée, parce que l'initiative de l'élaboration du véhicule automobile a été entièrement laissée aux industriels. Donc ils ont fabriqué des machines toujours plus propres à flatter le goût du consommateur, goût de puissance, goût de vitesse, mépris complet pour la sécurité, mépris complet pour la pollution. Voilà, tout dans des ailerons surdimensionnés, des couleurs tape à l'œil. Voilà. Donc on voit où ça a amené, la catastrophe. Et donc du coup, on sait aujourd'hui ce qu'il ne faut pas faire. Donc réfléchir dès maintenant à des robots qui ne flattent pas, ça ne va pas flatter le robot. Le robot ne va pas flatter le désir de puissance, mais va flatter l'ego. Va flatter le désir narcissique. Donc, voilà, évitons les robots qui flattent le désir narcissique, puis réfléchissons à des robots qui nous permettent de mieux nous connaître nous-mêmes, mieux connaître les autres, mieux nous engager dans des tâches collaboratives. Voilà, merci. Et donc le colloque ici est bien parti pour ça. Merci.